Bonjour, vous écoutez l'épisode 133 d'Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu essoufflées par leur quotidien exigeant. Elles redoutent l'assèchement et aspirent à faire les choses davantage à leur façon. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet où je partage des questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Alexis Minkela. Alexis est le créateur du podcast Tribu Indé qui s'adresse aux indépendants et grâce auquel Alexis a pu rencontrer des centaines d'indépendants pour explorer les secrets de leur réussite. Alexis est lui-même indépendant ou freelance comme on dit. Il réalise des missions en copywriting pour des entreprises. Alexis est également l'auteur du livre Freelance, une aventure dont vous êtes le héros, structurer son activité, signer plus de clients et s'épanouir au quotidien. J'ai fait la connaissance d'Alexis grâce à Kylian Talin, avec qui j'ai enregistré une conversation sur le choix et la création dans l'épisode 119 d'Avez-vous choisi. Merci Kylian. En tant que coach, j'accompagne notamment des indépendants ou des personnes qui ont envie d'entreprendre un projet en freelance ou de continuer à exercer leur métier en tant qu'indépendant et non plus en tant que salarié. Mon travail consiste alors à les accompagner à mieux se connaître, à lever leurs freins et leurs blocages pour faciliter des choix justes, ainsi que le passage de cap dans le développement de leurs activités, et aussi pour les accompagner à préserver leurs plus précieuses ressources, c'est-à-dire eux-mêmes. Comme le choix est une composante incontournable de la vie d'indépendant et que c'est un thème récurrent dans le livre d'Alexis, j'ai eu très envie d'échanger avec Alexis sur la question du choix dans l'univers des indépendants. Au cours de notre conversation, Alexis et moi parlons entre autres de la place du choix dans son parcours et de son choix de quitter l'autoroute professionnelle toute tracée qui se présentait devant lui pour se lancer en freelance, du choix essentiel du bon carburant pour avancer au quotidien dans ses projets, de l'envie de liberté des indépendants et de ce dont les indépendants ont intérêt à se libérer, de méthodologie, de processus de décision et de feuilles de route, de peur, de frein, de l'importance de se connaître et d'investir en soi, ou encore de l'importance de se préserver et de la difficulté à le faire au quotidien. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis. Bonjour Oriane. Je te souhaite la bienvenue dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie de t'accueillir. Donc Alexis, tu es le créateur du podcast Tribu Indé. On va en parler, un podcast qui s'adresse aux indépendants. Toi-même, tu es freelance et puis tu es aussi l'auteur du livre Freelance, une aventure dont vous êtes le héros. Je suis ravie vraiment d'échanger avec toi aujourd'hui pour parler du choix, qui est un ingrédient essentiel de la vie d'un indépendant ou d'une indépendante. Et en plus, c'est un thème qui est récurrent dans ton livre. Donc vraiment, encore une fois, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Hâte de pouvoir échanger avec toi sur cette question du choix qui continue d'ailleurs de me questionner encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une réflexion à avoir à la fois au début d'un projet et puis qui est en perpétuelle évolution à mon avis. C'est ça, remettre sans cesse nos choix en perspective et réévaluer nos choix à la lumière de tout ce qui se passe au fur et à mesure de nos parcours. Alors avant qu'on parle un peu plus avant de ton aventure de freelance, je suis curieuse de savoir quelle est ton histoire avec le choix justement. Est-ce que c'est facile ou pas pour toi de choisir ? Écoute, c'est devenu facile aujourd'hui, mais ça ne l'était pas vraiment au début. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment fait de choix. Tu vois, si je remonte, alors on va pas refaire de la psychologie de comptoir lorsque j'avais 10 ans, mais rien que quand je remonte, quand j'étais dans mes études supérieures après le bac,
certes, j'ai fait un choix de partir. Donc, moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc, c'est globalement, on apprend un peu tous les sujets business, du commercial, de la logistique, de la compta, du marketing, juste après le bac. Donc j'ai fait ce choix-là, mais en même temps, je ne suis pas parti sur quelque chose de très, très spécialisé. Je suis resté quand même sur quelque chose de généraliste pour justement me dire j'aurai le choix plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand ensuite j'ai fait une école de commerce où j'ai pas vraiment fait de choix. Je ne me suis pas vraiment questionné sur cette notion de choix. J'ai plutôt suivi, tu vois, un parcours assez classique où j'ai fait de l'audit, du conseil, j'étais à la défense en costume cravate il y a quelques années, si tu m'avais connu à ce moment-là. Donc, tu vois, en fait, la question de choix a jamais été quelque chose de très simple pour moi et j'ai toujours préféré suivre plutôt des parcours déjà tracés plutôt que de me créer mes propres choix et mes propres décisions. Et je te dirais qu'aujourd'hui, c'est forcément plus simple qu'avant parce que j'ai mis en place certains systèmes, certains processus de décision qui me facilitent la tâche, même si j'ai de plus en plus d'opportunités et donc forcément de plus en plus de routes que je pourrais emprunter. J'ai l'impression en tout cas que le choix aujourd'hui est plus simple que lorsque j'avais peut-être 20 ans ou 22 ans, quoi. Ok, est-ce que tu identifies un moment charnière ou peut-être même un déclic qui t'a fait passer justement de cette étape de vie où le choix n'était pas une évidence, c'était plutôt bon bah je prends la voie qui est devant moi et j'y vais, à quelque chose qui était beaucoup plus incarné, beaucoup plus authentique. Je pense que tu vois, c'est difficile de dire il y a vraiment un facteur, il y a un point d'ancrage. Je trouve que généralement, c'est souvent ce qu'on voit si on lit des biographies, si on regarde moi, je suis très documentaire sur Netflix et donc pas plus tard que ce midi, je regardais le documentaire sur Schumacher. Il y a toujours il y a un moment où en fait ça fait déclic, etc. Je trouve, pour l'avoir vécu de mon côté, c'est difficile d'avoir vraiment un déclic. Je trouve que c'est une accumulation de petites étapes qui font qu'effectivement, il y a eu un déclencheur, mais qui est le résultat, en fait, finalement, de différentes actions qui ont eu par le passé. Je pense que cette question de choix et cette remise en question, elle vient déjà de mon expérience lorsque, bah, comme je te le disais, j'étais à la Défense. Ça se passait très bien. En vrai, je souffrais pas au travail. J'étais pas malheureux. Je passais des bons moments. Mais en fait, que je me projetais, notamment dans les équipes qui étaient avec moi, dans les managers qui m'accompagnaient sur ces premières expériences professionnelles, j'avais du mal à me projeter en fait. Tu vois, et c'est là où je me suis dit, attends, là, le choix que tu es en train de faire, c'est potentiellement de pas trop te poser de questions et de te dire, bah, en fait, tu suis la route tracée, tu vas monter les échelons progressivement de l'entreprise. Et si tout se passe bien, un jour, tu seras manager, manager de manager, directeur, etc. Et sauf qu'il y a un moment où, en fait, je me dis, ces gens-là sont très sympas, mais est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener dans 5, 10 ans? Est-ce que j'aurais pas des regrets demain de me dire, est-ce que ça me plaît vraiment? Ça, je pense que ça a été un premier déclic. Le second déclic, ça a été aussi, et ça, je pense que c'est plus simple pour moi de te le dire avec le recul, c'est mes parents. Pourquoi? Parce que mon père a toujours été indépendant, il est associé d'un cabinet, et donc moi, je l'ai toujours connu indépendant. Avoir sa propre structure, sa propre activité, etc. Ma mère, quant à elle, elle était juriste salariée et il y a 10, 15 ans, elle a fait une reconversion pour devenir indépendante, pour accompagner des dirigeants, des managers sur des problématiques managériales et RH. Et donc, mine de rien, sur ces, tu vois, 10 dernières années, bah, j'ai vu un peu ce qu'était l'indépendance, alors sur une forme très différente de ce que moi, je vis actuellement, mais j'ai vu de cette forme d'indépendance que j'avais pas forcément prise au sérieux ou sur lesquelles je m'étais pas forcément projeté, mais je peux pas croire que c'est pas influencé d'une manière ou d'une autre aussi le choix que j'ai fait derrière de me dire en fait je peux me lancer, en fait c'est possible de réussir, c'est possible d'avoir un train de vie agréable, c'est aussi possible d'avoir du temps pour soi, c'est pas non plus que de la précarité à tous les coins de rue. Donc je pense que ça a joué aussi. Et puis ça s'est accéléré sur ce choix-là, ça s'est beaucoup accéléré sur ma dernière expérience de salarié, où en fait, pour être direct, j'ai été déçu du modèle de travail qu'on proposait. Est-ce que c'était lié à l'entreprise? Est-ce que c'était lié au modèle du salariat de manière générale? Je le saurais vraiment jamais. Mais si tu veux, à ce moment-là, je me dis, attends, tu as 25 ans, tu es frustré par
par ce qui se passe dans ton quotidien. Tu passes 8 heures derrière un bureau avec des gens sur lesquels tu t'accroches pas vraiment et sur des valeurs sur lesquelles tu te reconnais pas forcément. Il faut que tu changes. Et donc, tu vois, tout ce que je t'ai dit avant fait que ma réflexion avant, c'est que je me dis l'indépendance, c'est une option que j'avais pas forcément envisagée en tant que telle, que j'avais testé un peu sur le côté, à côté de mes études, à côté de mon job où je commençais à faire quelques missions en indépendant, mais jamais je m'étais projeté sur OK, ça va devenir mon quotidien, ça va devenir mon gagne-pain demain, et c'est avec ça que je vais vivre et que je vais me développer intellectuellement, professionnellement, personnellement. Mais voilà, c'est un enchaînement où quand tu fais le retour en arrière, tu vois les éléments et les briques qui se sont mis en place pour que je puisse arriver sur ce nouveau cycle depuis 3 ans maintenant. Oui, c'est ça, c'est que tu connectes les points rétrospectivement, pour reprendre l'expression de Steve C'est Jobs. toujours plus simple. C'est toujours plus simple. Et en même temps, ce que j'entends, c'est un peu cette logique du goutte à goutte et de cette goutte qui, à chaque fois, vient un peu plus creuser la pierre et qu'à un moment donné, il y a un contexte, une opportunité qui fait que, voilà, on rassemble tout ce qui a été vécu, imaginé, pensé et puis on se donne l'autorisation aussi de se lancer, quoi. Ok, donc tu disais qu'il y a 3 ans, tu es donc devenu freelance. Qu'est-ce qui a été déterminant justement dans ton choix de te lancer à ton compte? C'est-à-dire que là, on voit bien que tu exprimais ce que tu avais quitté, mais c'était pour aller vers quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête, en fait, derrière l'idée de freelance? Peut-être pour mettre un peu de contexte, donc à ce moment-là, on est fin 2018, début 2019. Moi, ça faisait déjà 2 ans que j'avais mon statut d'auto-entrepreneur, que j'avais fait quelques missions, que j'ai commencé du coup en 2017 sur ma dernière année d'école. Donc déjà, je partais pas de zéro sur la compréhension de ce qu'était globalement à quoi allaient ressembler mes journées si je faisais ça à temps plein, à quoi ça ressemblait une relation client, etc. Donc déjà, j'avais un peu désacralisé ce qu'était l'indépendance sur 2 années en arrière. Et pourquoi est-ce que j'aurais pu faire le choix en fait d'aller chercher une autre expérience dans une autre entreprise, de m'associer, de monter mon propre projet start-up, entrepreneurial, etc. Je pense que il y a plusieurs raisons au fait que j'ai décidé de me lancer vraiment tout seul. Déjà, il y avait ce côté de moi, j'avais envie de me prouver que j'étais capable en fait de faire des choses par moi-même. Et ça, c'est un sentiment qui, tant qu'on l'a pas vécu, est assez et difficilement compréhensible par d'autres, qui est la satisfaction personnelle qu'on peut avoir en créant son propre business, en créant sa propre valeur, en allant chercher ses propres clients, en facturant ses clients. Il y a un sentiment qui est incroyable parce que ça sort complètement du schéma, en tout cas que moi j'ai eu quand j'étais en école, qui était en fait, tu vas avoir des actions et des to-do qui vont être donnés par ton manager, qui lui-même devra reporter tes actions à son manager, etc., etc. Et donc tout ça est empirique et tout ça est emboîté. Là où en fait, côté indépendant, alors certes, tu as tes clients, mais tu es comme un électron libre, c'est-à-dire que tu fais les choix que tu veux et les choix que tu fais sont propres à toi en fait, sur plein de sujets. Que ça soit sur des sujets très pragmatiques, sur ton positionnement, le type de client que tu as envie d'accompagner, le prix que tu mets à une prestation et donc à ta valeur intellectuelle, mais aussi juste en termes d'organisation. J'ai pas envie de travailler le lundi, je préfère travailler le samedi, etc., etc. Donc je pense qu'il y avait ce côté où j'avais envie de me prouver que j'étais capable de créer de la valeur par moi-même, sans dépendre d'un manager, sans dépendre nécessairement d'une entreprise, et de me dire, OK, est-ce que moi, en tant que petit artisan de l'Internet, j'étais capable de faire des choses? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la liberté. Alors, ça paraît classique, mais moi, la liberté, elle prenait un sens particulier. C'était la liberté de faire d'autres projets. Donc, pas forcément avoir une liberté de temps pour voyager ou je sais pas, pour faire des expos, etc. C'était vraiment avoir du temps pour lancer enfin toutes les idées que j'avais en tête, et notamment ce podcast qui traînait en fait dans un coin de ma tête depuis plus d'1 an. Et je m'étais dit, en fait, ça, je pourrais jamais le faire. Tant que je reste salarié, je pourrais jamais le développer à la vitesse et de la manière dont j'ai envie de le développer parce que pas assez de temps dans mes journées. Et donc ça a été le point. Et de me dire, en fait, d'avoir du temps pour développer des projets qui ne m'apportent pas forcément beaucoup d'argent aujourd'hui, mais sur lesquels, en fait, je prends du plaisir et l'aspect financier ne rentre pas en compte. Donc ça, il y avait vraiment
ces deux sujets étaient pour moi les gros drivers, en tout cas sur les 6 premiers mois, les six mois, 1 an de mon activité. Ok. Et j'entends combien effectivement la liberté pour toi était définie de manière précise sous cette envie justement d'avoir une palette finalement d'actions possibles et de projets variés. Tu as mentionné justement le projet de podcast que tu avais en tête et qui donc aujourd'hui existe et s'appelle donc Tribu Indé. Quand tu le crées, c'est avec, j'entends hein, cette envie d'avoir un projet plaisir, hein, d'y mettre tout ce que tu as envie d'y mettre. Est-ce qu'il y a une autre intention? Est-ce que c'est l'intention de départ pour toi? L'intention, elle est, et en vrai, c'est encore cette intention-là, même si aujourd'hui, effectivement, Tribu Indé est plus seulement un podcast et c'est devenu un écosystème de contenu pour les indépendants. Il y a encore cette notion de plaisir et d'exploration. Et ce mot-là, il est important. D'ailleurs, à l'époque, pour la petite anecdote, le podcast s'appelait pas Tribu Indé, il s'appelait Explore. Alors, pour des raisons légales, j'ai dû être contraint et forcé de changer de nom, ce qui est très bien aujourd'hui parce que Tribu Indé est beaucoup plus cohérent avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est pour te donner cette notion d'exploration. Moi, je me suis toujours vu comme un petit gars qui va explorer des nouveaux chemins et je me suis jamais imposé avec une posture de en fait, je vais lancer un projet dans lequel je suis un expert et dans lequel je vais vous raconter en fait la vie et je vais vous raconter comment ça se passe. C'est pas du tout ma démarche et ça l'est toujours pas, tu vois, 3 ans après. Et donc, il y avait vraiment cette démarche de comprendre, dans le cas de Tribu Indé et du podcast, de comprendre quels sont les ingrédients qui font le succès et la réussite, même si la réussite est personnelle, notamment la réussite en termes de développement de business. Quels sont les ingrédients qui font la réussite des indépendants qui ont plus d'expérience que moi? Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvé à me lancer à mon compte. En 3 mois, globalement, j'avais retrouvé un peu le salaire que je gagnais lorsque j'étais en CDI. On est à peu près en mars-avril 2019. Et à ce moment-là, je me dis, il me manque un truc. Comment je fais pour passer un peu à l'étape supérieure? Comment est-ce que je fais pour mettre un peu plus de structure dans mon activité? Comment est-ce que je mets un peu plus de contrôle dans mon activité plutôt que, certes, je signais des clients, mais j'avais pas vraiment de méthodologie. Je pouvais pas vraiment anticiper certains sujets et je sentais qu'il me manquait un vrai pan de structure. Et donc, c'est comme ça que le podcast est arrivé parce que je me suis dit, tiens, comment je fais pour rencontrer d'autres indépendants? En fait, sur Internet, je trouve pas grand-chose. Alors, il y avait des petites communautés, mais encore une fois, en 2019, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait certes des articles qui sortaient, mais moi, je voulais vraiment poser mes propres questions de manière complètement égoïste. Et me dire, déjà, je pose mes questions. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Mais au moins, c'est la bonne excuse pour aller rencontrer des gens qui sont parfois sollicités ou souvent pris. Et donc là, j'arrive avec l'option, mais tu sais, j'ai un podcast, tu pourras t'en servir en termes de communication. Donc voilà comment j'ai lancé le podcast. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, je n'interroge des gens dans le podcast et je vais à la rencontre de gens qui m'intéressent. Je ne le fais pas pour faire grossir les chiffres, aller chercher des top stars, etc. Je me pose d'abord la question, tu vois, encore aujourd'hui, de me dire, OK, j'ai tel sujet que j'ai envie de creuser, sur lequel j'ai envie d'apprendre. Qui sera la bonne personne pour répondre à ce sujet-là? Plutôt que d'avoir la démarche inverse qui est, tiens, je veux interroger telle personne parce qu'elle est connue, parce qu'elle fait plein de vues sur YouTube ou qu'elle a une grosse communauté LinkedIn, et on verra après les sujets que je vais pouvoir aborder avec elle. Moi, en tout cas, c'est pas ma démarche. Parce que ma démarche, elle est profondément individualiste, égoïste peut-être, mais de me dire, il faut d'abord que ça m'intéresse moi pour que je passe du temps sur ce projet-là avant que ça puisse intéresser les autres. En tout cas, sur le podcast. Il y a d'autres formats aujourd'hui sur Tribu Indé sur lesquels je réfléchis un peu différent, mais sur le podcast, ça a toujours été ça. Oui, et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu parles d'égoïsme. Moi, j'ai envie de parler plus de curiosité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au départ de cette envie, cette envie d'y mettre du plaisir et de l'exploration. Ça, ce sont tes moteurs à toi. Et en même temps, c'est comment est-ce que tout ça, ça vient aussi nourrir. Ce que j'entends, c'est justement à un moment où tu as envie de structurer davantage, d'anticiper, de mettre un peu plus de méthodo, c'est comment est-ce que les autres, qui sont un peu plus en avance que moi sur le chemin de l'indépendance, peuvent m'inspirer et probablement inspirer aussi d'autres indépendants qui, eux aussi, sont aux prémices de leur parcours d'indépendant. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est comment est finalement le plaisir et l'exploration et la curiosité que tu as distillé dès le départ dans ce projet-là est venu nourrir aussi ton processus de choix. Parce que ce que j'entends derrière, c'est que c'est arrivé à un moment donné aussi charnière où tu as cherché à donner une nouvelle ampleur, un nouvel élan en fait à ton projet.
Tu dirais justement que aujourd'hui, en tant qu'indépendant, quels sont les domaines de choix qui sont tes essentiels, sur lesquels tu as absolument envie de te positionner, toi, Alexis Minchella, en tant qu'indépendant? Quel est ton périmètre de choix, tes sujets sur lesquels tu veux absolument choisir toi? Je peux dire dans mon développement d'activité ou comment est-ce que je suis perçu par les autres en termes de choix? Bah justement, je ne sais pas ce qui aujourd'hui te paraît le plus important, le plus essentiel. Qu'est-ce qui fait vraiment le cœur des choix que tu as envie de poser en tant qu'indépendant? Je pense que si du coup je prends la casquette créateur de Tribu Indé, qui aujourd'hui représente quand même 85-90% de mon temps. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis encore indépendant parce que je pense que c'est important pour la crédibilité du projet Tribu Indé de continuer d'être indépendant. Deux, parce que en fait, je prends juste énormément de plaisir à accompagner des clients et je trouve que c'est un vrai jeu. Mais du coup, aujourd'hui, mon quasi quotidien reste Tribu Indé. Et dans les choix et dans la manière dont je fais des choix sur des nouveaux projets, sur des nouvelles opportunités, en fil de tête, il y a toujours le même sujet qui est la partie exploration, qui est vraiment le fil conducteur de tout. Euh, Parce que, tu vois, je te prends l'exemple très concret. Aujourd'hui, je sors une série qui s'appelle Indé. Tu vois, on a été très original dans les, dans le marketing. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu l'envie et l'idée de lancer ce projet-là? C'est pas pour gagner de l'argent, parce que je pourrais en gagner beaucoup plus différemment. C'est pas pour la notoriété, parce que sinon j'apparaîtrais moi face caméra dans cette série-là. Mais je le fais pour l'exploration. À la fois l'exploration personnelle de me dire ce projet-là, c'est un nouveau challenge. J'ai jamais fait de production, j'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais conduit une sorte de mini documentaire. Donc, je vais explorer à titre personnel des nouveaux champs d'application liés au freelancing et à l'indépendance. Mais il y a aussi cette notion d'exploration d'un point de vue de l'auditeur, de la communauté, des personnes qui regarderont ça parce que on va chercher un nouveau terrain d'exploration sur l'indépendance. On va chercher quelque chose qui n'a jamais été fait avant, en tout cas en francophonie. Donc, tu vois, l'exploration, c'est le fil conducteur et c'est un des gros facteurs qui fait que je pars ou non sur un nouveau projet, que je signe un nouveau partenariat sur tel et tel sujet. Donc, je pense qu'il y a l'exploration, il y a le côté aussi de faire des trucs fun, en fait. Ça paraît, alors, ça peut paraître, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais en fait, quand tu travailles sur des sujets très business et pas passion, je m'explique. Aujourd'hui, je suis passionné par le sujet de l'indépendance et du freelancing. Bien sûr qu'il y a 3 ans, je ne pouvais pas dire que j'étais passionné par ça, en fait. Et ce serait mentir de dire, oui, ça a toujours été une passion cachée. Le freelancing, c'est incroyable et j'ai toujours eu ça en tête depuis que j'étais tout petit. En vrai, ce serait mentir et ce ne serait pas raconter la vraie vérité du projet. Et donc, quand on est sur des sujets business, autres que des sujets passion qui peuvent être, je sais pas, la lecture, faire de la couture, peu importe. En fait, on peut oublier ce côté fun et se dire, bah oui, mais c'est un truc business, donc ça doit être dur, ça doit être chiant, ça doit être difficile. Mais moi, il y a ce côté, encore une fois, comment est-ce que je peux m'amuser sur ce nouveau choix, sur cette nouvelle prise de position? Comment est-ce que je peux me dire, ça va m'apporter des trucs cool et je vais m'amuser à la fois pour le challenge intellectuel, mais aussi juste parce que ça me fait plaisir d'ouvrir mon ordi et de bosser sur un sujet business, certes, mais qui va être marrant à faire. Et c'est pas si évident que ça, parce que sur le papier, tout n'est pas fun, notamment quand tu parles de sujets business. Donc, exploration, le fun, c'est de me dire l'impact que peut avoir les contenus que et les contenus que je peux faire, les actions que je peux avoir. Pas forcément un impact sur le plus de personnes possible, mais un impact avoir un vrai impact sur même un petit groupe de personnes. Je m'explique, l'idée, c'est que moi, mon ambition, c'est pas d'accompagner 1 million de personnes, d'aider les indépendants de la terre entière, déjà parce que je pense que je serai incapable. De deux, c'est pas la posture que j'ai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de remplir des stades de France et que les gens viennent me voir pour m'entendre parler. Mais je préfère impacter, tu vois, à choisir, je préfère impacter un petit groupe de personnes, mais les impacter vraiment, leur permettre d'avoir une vraie transformation dans leur activité. Donc ça aussi, ça rentre en compte, par exemple, dans certains choix. Je te prends un exemple très concret. J'ai lancé cet été une version bêta, donc qui n'était pas vraiment publique, d'un bootcamp.
pour structurer son activité. Tu vois, ces 12 semaines, j'aurais pu faire une formation en ligne très classique où en fait, je vends ça au plus grand nombre et puis la communauté Tribu Indé s'occupe du reste. Non, en fait, j'ai fait l'inverse de me dire, je prends un tout petit groupe de personnes et ça restera un tout petit nombre de personnes, quelles que soient les promotions. Je fais du live parce que je veux accompagner chaque personne et avoir un vrai impact sur chacune de ces personnes, quitte à ce qu'elles soient moins nombreuses. Voilà, ça c'est un autre critère, par exemple, pour donner un exemple très concret sur un dernier projet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est... Alors, tu as mentionné 3 axes qui sont l'exploration, le fun et puis l'impact. Et je trouve que ce qui est très chouette, c'est qu'on retrouve ça dans le titre même de Tribu Indé, que Ouais, tu c'est vrai. as dû trouver un peu parce que voilà, Explore finalement n'était plus disponible. Mais je trouve ça super parce qu'on retrouve cette notion à travers le mot tribu et en quoi presque tribu et indé sont opposés. C'est presque un oxymore en fait, tribu indé. Et je trouve qu'on retrouve cette notion d'exploration, de fun et d'impact, c'est-à-dire qu'au sens de créer un collectif et créer une intimité au sein du collectif, en tout cas d'une identité partagée, j'imagine au moins à minima, quoi. Complètement. Effectivement, y a un petit peu tout ça se retrouve, encore une fois. Alors, c'était là au début, mais encore une fois, c'est plus simple à expliquer aujourd'hui. Mais effectivement, c'est pour ça que Tribu Indé, le mot, ce nom de marque fait complètement sens parce que il y a ce côté collectif, mais il y a aussi ce côté individuel que moi je cultive. Moi, j'adore aussi être derrière mon ordinateur, tout seul, à réfléchir, à penser, à écrire, à créer. Donc, j'aime bien ces moments collectifs, mais j'aime bien aussi ces moments individuels. C'est aussi ce qui me plaît dans le fait d'être indépendant. C'est ce côté parfois solitaire qui existe, qui est une réalité, que tout le monde n'apprécie pas, mais en tout cas que moi, je chéris et que j'essaie de préserver au maximum. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, dans ton livre, le thème du choix est récurrent parce que c'est lié, c'est presque l'ADN de l'indépendant et de l'indépendance. J'ai été interpellée par la récurrence d'une thématique qui est l'importance que tu soulignes de bien choisir, de choisir le bon carburant pour avancer au quotidien. Tu parles du choix de plein de manières, mais malheureusement on ne pourra pas tout adresser, mais j'ai trouvé hyper intéressant cette notion de choisir le bon carburant pour avancer au quotidien. Alors, je suis curieuse de savoir, quel est le tien, même si là, je crois qu'on a déjà abordé pas mal de choses, et surtout, quel est le conseil que tu peux donner? Alors, on parle des indépendants, mais je crois qu'on peut même élargir, parce qu'on est les indépendants de notre propre vie. Comment choisir le meilleur carburant pour avancer au quotidien, selon toi? C'est une vraie grosse question et je pense que elle est extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, les conseils peuvent être intemporels et s'adresser à beaucoup de gens, et en même temps, les réponses que tu apportes, elles sont extrêmement personnelles. Et rien que je le vois dans le podcast, dans la richesse des échanges que j'ai pu avoir, chacun a son moteur, chacun a son carburant, pardon, personnel. Certains ça va être l'argent, d'autres la liberté, d'autres le choix. C'est extrêmement personnel. Déjà, moi, effectivement, je pense qu'on en a parlé, c'est le fait d'explorer, de me tester. En fait, je trouve que l'indépendance, moi, elle me force à sortir toujours de ta zone de confort. Tu vois, de semaine en semaine, rien ne se ressemble. Et si tu veux continuer de te développer, si tu veux continuer d'avancer, tu es forcément à un moment ou à un autre obligé de faire des choix qui ne sont pas toujours simples, qui ne sont pas toujours écrits d'avance, qui n'ont pas toujours été balisés par d'autres. Et ça, c'est ce côté, tu vois, si tu veux, qui m'anime à fond, quoi. Moi, je suis hyper excité à chaque fois que je relance une nouvelle année ou que je crée, alors peut-être qu'on rentrera dans les détails, mais je fonctionne en plan de 90 jours. Donc, c'est comme ça que je m'organise et que je fais mes choix. Tous les 90 jours, je fais des choix. Moi, je suis toujours hyper excité à l'idée de refaire un plan de 90 jours parce que je sais que je vais intégrer des nouveaux choix que je n'avais pas forcément anticipés. Et comment est-ce qu'on choisit son carburant et c'est une question déjà extrêmement personnelle et d'introspection, de se dire pourquoi déjà on fait ces choix-là. Par exemple, moi j'ai inscrit noir sur blanc sur un document
les raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat pour me lancer en tant qu'indépendant. Et il y a un vrai travail à faire qui vient pas tout seul, mais de se dire, OK, pourquoi est-ce que je me lance? Ah oui, je veux gagner plus d'argent. OK. Concrètement, pourquoi est-ce que tu as besoin de gagner plus d'argent? OK, parce que j'ai envie de travailler peut-être moins de temps. OK, pourquoi est-ce que tu as envie de travailler moins de temps? Ah, parce que j'ai envie de profiter de ma famille, parce que je viens d'avoir un petit garçon, ou parce que j'ai envie de partir en vacances. OK. Combien de temps tu as envie de partir en vacances? Si tu as envie de profiter de ton enfant, comment est-ce que tu vas agencer ton emploi du temps? De combien tu as besoin de gagner, par exemple? Et tu vois, toutes ces questions-là, de les écrire noir sur blanc, il ne suffit pas d'y réfléchir très fort, mais de se dire, OK, je me prends plusieurs heures, peut-être étalé sur quelques semaines, et de me dire, OK, pourquoi est-ce que je vais faire ces choix-là et de jamais perdre de vue ça. Le risque, et c'est souvent ce qu'on a quand je le vois souvent chez des start-upers, des entrepreneurs qui sont partis tout seuls, ont lancé leur petit projet un peu dans leur coin et sont partis, ont développé une équipe, ont levé des fonds, etc. En fait, ils ont perdu la mission initiale de pourquoi est-ce qu'ils s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est important de prendre ce temps-là en amont et de se dire, OK, de quoi est-ce que j'ai envie, pourquoi, et de ne pas rester en surface de sa première raison de pourquoi est-ce que j'ai envie de me lancer, ou pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre cette promotion-là, ou pourquoi est-ce que j'ai envie de rejoindre cette nouvelle entreprise, mais d'aller chercher les raisons sous-jacentes qui sont généralement les plus difficiles à exprimer, mais de se demander en fait, OK, quel impact ça va avoir aussi ces choix-là dans mon développement perso, dans mon développement professionnel. Moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est pareil, qui paraît très lointain, très difficile à faire, que j'ai fait faire d'ailleurs dans le bootcamp. Et la première réaction que les gens ont eue sur cet exercice-là, c'est de dire, mais c'est super dur, Alexis, c'est impossible, comment je vais y arriver? Cet exercice, c'est d'écrire sa vision à 5 ans et à 10 ans. Et de passer par tout un tas de questionnements qui vont de choses très, très concrètes sur à quoi ressemblera ton bureau, quelle sera ta journée type, dans quel environnement tu seras de travail, est-ce que tu travailleras avec des collègues, à quoi ressembleront tes copains indépendants, tes copains start-upers, tes managers, etc. À des choses beaucoup plus inspirationnelles. De quoi est-ce que tu as envie que les gens parlent de toi dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de ton travail dans 10 ans? Et donc, tu vois, d'alterner des questions extrêmement pragmatiques, très concrètes, de visualisation très précise, avec des choses beaucoup plus inspirationnelles, beaucoup moins concrètes aussi. Encore une fois, le fait de l'écrire, de le noter noir sur blanc, je trouve que moi, ça aide à faire des choix et à se dire, OK, en fait, c'est vraiment de ça, c'est ça la base sur laquelle je vais créer mon développement d'activité. C'est là-dessus que je vais faire mes choix. Ça, c'est un super exercice qui prend beaucoup de temps, qui n'est pas simple à faire parce que, en théorie, personne ne nous apprend à le faire. Ce n'est pas un exercice que tu fais à moins de te remettre en question finalement, alors que ça pourrait être un exercice hyper bénéfique quand tu es par exemple étudiant. Mais ça, tu vois, je te dirais que c'est presque la première marche. Moi qui ne suis pas vraiment, tu vois, développement personnel, qui aime bien les choses très pragmatiques, très concrètes, tu vois, j'ai décidé de démarrer, moi, déjà ma propre activité par me poser sur ces sujets-là. Et même le bootcamp, la première semaine, je l'ai fait travailler sur la chose la moins pragmatique de tout le bootcamp. Parce que je pense que c'est essentiel de garder en tête, d'avoir un cap et de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé et pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là. Oui, et puis ce qui est important, ce que tu décris là, c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching, justement, de clarifier, prendre le temps de clarifier la vision, mais de manière non pas hors sol, mais extrêmement pragmatique, au sens où pourquoi faire, avec quelle intention, avec quel bénéfice, avec quel résultat espérer, en fait. Et puis aussi d'avoir cette approche extrêmement concrète du plan d'action, c'est-à-dire, OK, maintenant qu'on a défini cette vision concrète, comment est-ce que, quel plan d'action on met en place, quels sont les obstacles qui vont probablement se mettre sur le chemin et comment est-ce qu'on va adresser ces obstacles-là au fur et à mesure. Et je trouve intéressant que tu aies pris ce temps-là, toi, de te poser et d'affronter, entre guillemets, ces questions-là, c'est-à-dire qu'effectivement,
de ne pas y échapper, de ne pas se dire ah bah là aujourd'hui j'ai pas d'inspiration, on verra ça plus tard et puis de démarrer quelque part, ce qui est souvent le cas que je constate chez les indépendants notamment. Et donc bravo d'avoir su le faire tout seul parce que je constate que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à adresser parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger, beaucoup de peurs qui vont surgir, beaucoup de doutes à ces moments-là. Qu'on ait une idée très précise ou au contraire, qu'on se confronte à son grand flou, en fait. Donc, bravo d'avoir réussi à le faire de manière spontanée. Et tu vois, c'est intéressant, tu parles d'inspiration, de motivation, etc. En fait, pour le coup, je pense que c'est pas une question d'inspiration. Enfin, je suis d'accord avec toi, l'inspiration, elle viendra jamais comme ça. Et il y aura jamais de bon moment pour travailler sur ces sujets-là. C'est comme la motivation. Dès qu'on affronte et on est sur un projet difficile, qu'on a un pas un peu plus grand à faire qu'avant-hier, bah, la motivation, elle est jamais là et on remet tout au lendemain. Et donc, c'est pour ça que, en fait, même quand on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers quoi se tourner, quelle va être la prochaine étape, le prochain cycle, juste le fait d'écrire noir sur blanc ces questions-là, d'y réfléchir et de prendre un temps vraiment de réflexion, on se dit, OK, là, pendant 1 heure, je ne bouge pas d'ici et je vais essayer de sortir tout ce qui me passe par la tête. On se rend compte qu'en fait, inspiration ou pas, on a des choses à se dire, on a des choses à se raconter. Et un autre, pour terminer sur un côté plus concret aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller chercher des inspirations ailleurs. D'aller regarder un petit peu, parce qu'en fait, si tu restes dans ton propre écosystème, avec ta propre conception de pensée, avec tes propres réflexions, même dans ton entourage proche, elles sont bien, mais parfois, effectivement, elles peuvent bloquer. Et donc, te forcer, entre guillemets, à aller regarder d'autres inspirations. Moi, j'ai beaucoup été inspiré par des créateurs aux États-Unis, notamment, parce qu'ils sont un peu plus matures sur le sujet. Les business solo, entre guillemets, sont beaucoup plus matures. En tout cas, sont beaucoup plus visibles qu'en France. Moi, ça m'a permis d'ouvrir aussi une boîte de Pandore et me dire, ah, mais en fait, s'il y en a qui ont réussi outre-Atlantique, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas réussir, réadapter certaines choses? Et donc, le fait de m'inspirer, de m'acculturer à un nouveau modèle, d'aller regarder un petit peu qui sont ces gens-là, comment est-ce qu'ils pensent, d'où ils viennent, comment ils ont mis en place ce qu'ils ont créé aujourd'hui. Et si on revient 3 ans en arrière, 5 ans en arrière, qu'est-ce que c'était? Ça a aussi ça fait partie de la démarche aussi d'inspiration pour ensuite te créer ta propre ligne de vie finalement. Oui, puis ce que je trouve important dans ce que tu dis là, c'est aussi en quoi s'inspirer, regarder autour de nous, c'est aussi un bon moyen, d'une part, d'ancrer notre réflexion dans quelque chose d'extrêmement concret, d'éviter les réflexions hors sol et surtout de ne pas se laisser emballer par une forme d'angélisme en se disant mais oui, l'indépendance, voilà, je vais avoir les cheveux au vent et il y a un vent de liberté qui va souffler sur mon quotidien de jour en jour. Et finalement de se dire, bah oui, mais en fait, ce que je constate beaucoup chez les indépendants qui ont peut-être entre 1 et 3 ans d'existence, c'est que pour certains, il y a un effet gueule de bois de se dire, oui, il y a beaucoup de liberté, mais il y a aussi beaucoup de responsabilité, qui est qui est le pendant, en fait, le corollaire de la liberté, c'est cette grande responsabilité. Et c'est ça qui donne parfois le vertige, qui paralyse, confronté au grand nombre de choix à faire au quotidien pour un indépendant, qu'ils soient des grands choix ou des petits choix. Il y a ce vertige, il y a cette paralysie. Et moi, je vois combien c'est pour des indépendants une compétence en fait qui se développe d'apprendre à choisir et combien s'inspirer, regarder autour de soi, poser des questions, se poser soi pour affronter un peu sa page blanche. C'est une démarche qui est extrêmement nourricière et fructueuse, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, justement, tu as parlé de ce travail de questionnement et de vraiment prendre le temps d'aller écrire ses propres réponses. Et tu as mentionné aussi un élément qui me semble capital que tu décris dans ton livre, qui est toute cette méthodologie, cette approche, en fait, que tu as construite pour t'inciter à structurer ton organisation, ton activité. Concrètement, comment tu fonctionnes et comment cette méthodologie-là, elle structure justement ton processus décisionnel et ta manière de faire des choix? Tu as 2 manières de voir le développement d'une activité. Soit tu es un grand rêveur et donc tu fais des plans sur la comète à longueur de journée, tu as 40 000 idées à la seconde et en fait, tu ouvres plein de portes, tu ouvres plein de projets, mais tu vas jamais au bout. Ce qui crée plusieurs choses. Déjà, tu vas jamais au bout, donc tu sais pas vraiment si ça fonctionne ou pas.
Du coup, tu as du mal à te prouver à toi-même si tu as été capable d'aller au bout du projet puisque tu as ouvert plein de brèches. Et donc, les projets sont en cours, mais jamais terminés. Euh, Tu t'éparpilles, du coup, tu te fatigues aussi parce que tu passes d'un projet à l'autre en permanence. Et d'un point de vue extérieur, bah, on a l'impression aussi que toi, tu n'avances pas forcément. Euh, et donc ça, c'est le côté rêveur, ou alors tu as le côté où en fait, tu as la tête dans le guidon toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et effectivement, tu as ce réveil en gueule de bois où bah, au bout d'un an, tu te dis, OK, en fait, j'ai fait que travailler pour des clients, j'ai enchaîné les projets, etc. Mais je me suis jamais vraiment posé sur mon propre business à moi, ma propre vie à moi, à la fois perso et pro, et où est-ce que j'ai envie vers quoi j'ai envie de tendre? Quel est le cap que je donne? Et donc, ce que je fais, c'est que c'est quelque chose que j'avais déjà testé avant d'être indépendant, que j'ai surtesté, suramélioré, suroptimisé lorsque je me suis vraiment lancé, je dirais, en Ligue 1, c'est-à-dire l'indépendance euh, devient mon business à temps plein. Moi, je fonctionne en plan de 90 jours. Déjà, je fonctionne en plan annuel, c'est-à-dire que chaque début d'année, enfin plutôt chaque fin d'année, je fais le bilan sur l'année qui vient de se passer. Et donc ça, c'est un travail qui me prend environ une grosse journée. Et c'est une journée qui est dédiée où je fais que ça. Alors, je suis pas à 100% devant mon ordinateur, mais c'est une journée de réflexion. Donc, je note des choses à droite, à gauche. Je vais me balader, je fais des notes vocales. Et puis ensuite, je structure tout ce bilan-là. Et surtout, je prépare l'année suivante. Et notamment, je prépare l'année suivante en termes d'objectifs et de gros projets que j'ai envie d'accomplir. Ça, c'est un peu tu vois, l'étoile du Nord. C'est un peu mon étoile du Nord sur l'année. C'est ce qui va, en tout cas, donner le cap et l'énergie pour les 12 mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger, mais en tout cas, ça me permet d'avoir un cap et de me dire, OK, tu sais plus ou moins où est-ce que tu as envie d'atterrir en fin d'année. Et ensuite, je fonctionne en plan 90 jours, donc par trimestre. Il y a 4 plans de 90 jours par an, dans lesquels je vais aller un peu plus dans le détail par rapport aux objectifs que je me suis fixés et au plan d'action que je me suis fixé sur l'année. Et donc, dans ces plans de 90 jours, j'y inclus des sous-objectifs et des projets ou des missions qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, tous ces objectifs, ces projets, ces sous-projets sont bien évidemment corrélés à mes objectifs à moyen terme pour que tout garde une cohérence. Ce qui me permet d'avoir un côté inspiration au début de chaque année et en fin de chaque année pour faire le bilan et préparer l'année suivante. J'ai de l'inspiration aussi tous les trimestres où en fait je vais pouvoir faire le bilan, m'inspirer et préparer la suite. Et donc de prendre moi ce que j'appelle la casquette de stratège, c'est-à-dire prévoir un petit peu ce qui va potentiellement se passer et le cap que j'ai envie de donner. Cette casquette de stratège-là, je l'ai aussi ensuite chaque semaine où je fais ce que j'appelle un bilan hebdomadaire où très simplement, ça me prend une demi-heure max par semaine, où je fais le bilan de la semaine, j'ai une série de 10-15 questions que je me pose et sur lesquelles j'écris. Ça fait très scolaire, mais c'est la seule manière que j'ai trouvée pour me fixer à cette tâche-là. Et donc, pareil, là, ça me permet d'être stratège dans l'apprentissage que je pouvais avoir de mes semaines et surtout stratège dans la préparation de mes prochaines semaines pour atteindre mon plan de 90 jours qui lui-même est corrélé à mes objectifs de l'année. Et ensuite, j'ai le côté tête dans le guidon tout le reste de l'année, c'est-à-dire pendant toute la semaine. Moi, dans une semaine, je ne me pose pas jamais la question de qu'est-ce que je dois faire demain. OK, là, je viens de finir de déjeuner, sur quoi je vais bien pouvoir travailler, quels sont les projets sur lesquels je vais pouvoir avancer, etc. Parce que tout est normalement redonné en début de semaine à 3 mois. Et donc, je me permets du coup d'avancer et du coup, j'avance beaucoup plus vite parce que j'ai pas le temps de douter, j'ai pas le temps de me questionner sur quoi faire. Et une fois que j'aurai fini ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce que normalement, tout est écrit. En tout cas, la plupart des milestones, des étapes sont déjà balisées. En tout cas, dans moi, ma conception du développement de Tribu Indé. Ok. Et cette organisation-là, justement, qui est arrivée à un moment donné où tu cherchais justement à te structurer davantage dans ton organisation, est-ce que ça a été le moyen le plus efficace pour toi pour contrer tout ce qui fait aussi le lot quotidien de la vie d'un indépendant, c'est-à-dire les doutes, les peurs, les croyances limitantes, les biais cognitifs et émotionnels, enfin tout ce avec quoi on se débat en tant qu'individu dans la vie en général, mais aussi en tant qu'indépendant. Est-ce que c'est cette organisation-là qui t'a aidé à
à gérer ces enjeux-là? Ou est-ce que c'est seulement une partie de la réponse et auquel cas, qu'est-ce qui complète ta stratégie, ton approche? Je te dirais que ça a grandement participé à mettre de côté, entre guillemets, ou en tout cas plutôt à accepter le fait de douter, le fait d'avoir peur aussi. Et je dirais que plus j'avance, plus je développe Tribu Indé, plus les croyances limitantes, le fait de douter sur un projet, d'avoir peur de lancer un nouveau projet est grandissant en fait. Parce que ce qui paraît paradoxal, on se dit à mesure que le projet se développe, on prend confiance, mais finalement, à mesure que le projet se développe, euh, on est de plus en plus anxieux, entre guillemets, de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va rencontrer son public, est-ce que je vais être à la hauteur par rapport à ce que j'ai fait avant, etc., etc. Là où en fait, quand tu démarres, t'as pas grand-chose à perdre. Si ça plaît pas, les gens le sauront pas, et si ça te plaît pas, toi, tu pourras le supprimer assez rapidement. Donc, je te dirais que l'organisation à 90 jours et d'avoir cette organisation un peu structurée, voire beaucoup quand même structurée, ouais, m'aide énormément parce que elle ne m'autorise pas beaucoup à me questionner en cours de route. Et donc, j'ai des moments où, en fait, je me questionne. À la fin d'une semaine, je me questionne, j'ai des questions sur, OK, quelles ont été mes frustrations de cette semaine? Pourquoi est-ce que j'ai eu ces frustrations-là? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne m'a pas procuré de plaisir et que je dois absolument éviter de faire ou déléguer d'une certaine manière? Est-ce que je me suis senti bien cette semaine? Pourquoi est-ce que je me suis senti bien? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui m'ont fait dire là, c'est chouette, tu passes des bonnes journées? Donc en fait, tu vois, j'ai des moments, donc chaque semaine, chaque trimestre, chaque année, j'ai des moments où je m'autorise à effectivement prendre du recul sur ce que je fais, à me questionner, à regarder ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, là où j'ai moins pris de plaisir, etc. Mais mis à part ces stands de réflexion, en fait, je m'autorise pas vraiment ça parce que sinon, tu n'avances jamais. Surtout quand tu es tout seul. Puisque tu es tout seul, personne n'est là pour te dire allez, c'est bien, avance, continue. Là, tu devrais, attention, tu devrais peut-être partir sur le chemin A plutôt que le chemin B, etc. Et donc, en fait, tu peux tout le temps être en plein doute et tu peux ne pas avancer du coup de tes semaines. Ce qui fait que moi, le fait d'avoir ces moments où en fait je libère mon cerveau, je couche sur le papier mes peurs, mes doutes, mes frustrations. Mais en fait, c'est une sorte de reboot à chaque semaine et à chaque trimestre où j'ai appris j'ai appris des erreurs ou des frustrations précédentes pour ne plus les refaire, en tout cas pour les améliorer au maximum. Et c'est clair que moi, j'ai gagné un temps monstrueux. Je pense que j'aurais pas pu faire autant de projets et lancer autant d'initiatives si j'avais pas eu cette organisation-là. Alors, encore une fois, c'est une organisation qui est extrêmement personnelle, qui a aussi ses côtés négatifs, entre guillemets. Un exemple, le plus gros exemple, c'est que du coup, je m'autorise peu de choix en cours de route. C'est-à-dire que pendant un plan de 90 jours, je prends rarement un très gros projet qui arrive comme ça. Donc, peut-être que je passe à côté d'autres opportunités, mais en même temps, moi, c'est la manière dont j'ai trouvé pour avancer sur le chemin. Sinon, me connaissant, j'aurais ouvert plein de portes, plein de projets, je serais tout le temps en train de douter. Et finalement, après 3 ans, j'aurais pas fait autant de choses que ça. Peut-être que d'autres projets que j'ai refusés auraient permis de me développer plus rapidement, d'apprendre plus vite, etc. On pourra jamais le savoir. Moi, le plus important, c'est de me dire toujours comment est-ce que tu mets un pas après l'autre et comment est-ce que, à la fin d'un trimestre ou d'une année, tu valides que tu as appris des choses, que tu as testé des nouvelles approches, que tu as découvert des nouvelles personnes, que tu t'es entouré de gens exceptionnels. Et ça, c'est mes critères. Est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas? Si tu veux, cette question-là de est-ce que j'ai fait le bon choix, c'est toujours une question que tu te poses a posteriori, en fait. Tu te la poses jamais vraiment quand tu es sur le chemin. Et voilà. Alors, on peut se la poser sur le chemin, mais en fait, souvent, on s'auto-ralentit en fait en se posant cette question, puisque c'est seulement rétrospectivement qu'on peut donner de la valeur à un choix. Exactement. Le meilleur choix, c'est toujours celui qu'on fait et dans lequel on s'engage. Le pire étant de rester à quai et de ne pas avancer. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est combien, en fait, il y a une première étape qui a été pour toi de prendre conscience de tes fonctionnements, donc c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle se connaître. Parce que j'entends que dans cette organisation-là, c'est à la fois quelles sont mes forces, mais aussi je me connais suffisamment pour savoir que si je ne structure pas ainsi mon organisation, alors je vais jouer contre moi-même en fait. Et ce que j'entends, c'est que tu as à la fois réussi dans cette organisation très structurée et contrôlée,
c'est une manière de canaliser justement cette tendance à la dispersion et donc potentiellement à l'éparpillement. Et en même temps, tu as déjà perçu très tôt l'importance d'avoir des moments de réflexion où tu prends du champ et où tu t'interroges sur OK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en fais et comment j'injecte tout ça dans la suite de mon parcours. Et je trouve ça, pour moi, c'est ça le plus important, c'est comment, me connaissant aujourd'hui avec les contraintes qui sont les miennes, internes et externes, comment j'organise finalement mon fonctionnement pour que ce soit au service de mon activité et puis idéalement à mon service aussi. Donc bravo, merci pour ce partage. Ça fait surgir en moi une question qui part d'un constat en fait. En tant qu'individu, et je le vois encore plus avec les indépendants et les dirigeants, notamment de petites structures, on est sa plus précieuse ressource. Et en tant qu'indépendant, en tant que dirigeant d'une petite structure, on est en plus le premier capital immatériel de son activité, de son organisation. Donc à ce titre, moi je dis souvent que c'est presque la priorité numéro 1, à mon sens, c'est comment est-ce que je préserve ce premier capital immatériel, cette ressource si précieuse que nous sommes pour nous-mêmes et pour nos activités. Toi, est-ce que ça a toujours été une évidence de préserver, de faire fructifier la ressource que tu es? Est-ce que tu as toujours su investir en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure? C'est une bonne question parce que j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que en tant qu'indépendant, on a conscience que notre meilleure ressource, c'est nous-mêmes et qu'on doit la préserver. Et en même temps, on ne fait pas grand-chose pour la préserver et pour se préserver. Et moi, le premier. Je dis souvent, en tant qu'indépendant, on a la liberté de choisir ses contraintes. Le problème, c'est que, en fait, on peut vite s'oublier. À titre personnel, on peut vite. C'est finalement une sorte de puits sans fond. Alors, ça a plein d'avantages. C'est-à-dire que plus tu fais, par exemple, plus tu rentres de clients, plus tu gagnes d'argent. Plus tu fais de projets, plus tu peux avoir un impact, plus tu peux explorer des nouvelles facettes. Mais en même temps, c'est un puits sans fond. Personne sera là pour te dire arrête, rentre chez toi, ferme ton ordinateur, t'as trop bossé. Donc moi, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, même après, tu vois, 3 ans à temps plein et 5 ans en tant qu'indé. C'est toujours extrêmement compliqué pour moi de préserver parfois ma santé mentale, ma fatigue, etc. J'ai pas encore trouvé j'ai pas encore trouvé, je pense, le bon fonctionnement là-dessus. Ce que j'observe, c'est que je fonctionne souvent en cycle, c'est-à-dire que il y a des moments dans une année où je vais être à fond, c'est-à-dire je vais avoir une charge de travail qui est plus conséquente que d'habitude, mais qui est toujours ponctuée ensuite d'une période un peu plus calme où tu vois, je vais un peu plus travailler sur des projets de fond, etc. Et en vrai, ça se matérialise assez bien, même publiquement, sur la création de contenu que je peux faire. Si tu regardes sur une année, sur l'année 2021, par exemple, il y a une grosse période de rush avec la sortie de mon livre, les interviews que j'ai pu donner, etc. Et ensuite, en fait, globalement, entre avril et puis juillet, j'étais un peu plus calme publiquement parce que je travaillais sur le bootcamp. Et puis là, tu vois, avec la sortie de la série, je sais que jusqu'à la fin d'année, je vais être un peu plus speed et il va y avoir un peu plus de projets, en tout cas publics, qui vont sortir. Et donc, en fait, tu vois, c'est souvent sous forme de vague où moi, je gère mon énergie comme ça. Alors, est-ce que c'est un défaut ou pas? En tout cas, je l'ai accepté. Je pense que j'aime être j'aime être dans cette énergie où j'ai parfois beaucoup trop de projets pour le temps que j'aimerais y allouer. Et j'ai l'impression que tu vois, je fais partie de ces gens-là qui aiment en fait être souvent chargés en termes de travail. Je pense que je l'ai accepté. Est-ce que c'est bien pour ma vie privée et pour ma santé mentale? Je sais pas. Pour l'instant, je tiens, mais je sens que effectivement, il y a des moments dans l'année où il faut que, et c'est là l'avantage d'être indépendant, c'est qu'il y a des moments dans l'année où je peux mettre en stand-by un certain nombre de choses sans que mon business s'arrête, sans que ma vie pro soit terminée à jamais. Mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'on en a tous conscience, mais on est très peu à avoir conscientisé ça de telle manière à l'implémenter dans notre quotidien.
tu vois, cette déconnexion, comment est-ce qu'on peut faire diminuer sa charge mentale, etc. Et moi, j'ai été surpris au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire du nombre par exemple, de burn-out chez les indépendants, qui est hallucinant, qui est un truc dont on commence à en parler publiquement. Certains commencent à prendre la parole sur les sujets. Mais moi, j'étais extrêmement surpris de voir que énormément, par exemple, d'indépendants du podcast ont au moins une fois eu une période extrêmement compliquée en termes de charge de travail, de santé mentale, etc. Oui, je ne suis pas surprise. C'est ce que je constate aussi et c'est pour ça que, de mon côté, j'ai à cœur de faire évoluer aussi la réflexion autour de la notion de liberté dans l'indépendance. C'est souvent le point de départ et en même temps, je constate beaucoup d'indépendants qui sont d'une manière ou d'une autre prisonniers de beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnements, beaucoup de croyances aussi. Et donc, je trouve intéressant d'aller justement questionner cette notion de comment est-ce qu'en tant qu'indépendant, on peut choisir de se libérer de beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs une question que je trouve intéressante aussi à te partager. C'est justement, selon toi, c'est de quoi il est essentiel que l'indépendant choisisse de se libérer aujourd'hui? Le dernier chapitre de mon livre s'appelle Notre développement est personnel. Et forcément, le titre n'est pas choisi par hasard. Là encore, en fait, c'est une question de choix. Je pense qu'il n'y a pas une réponse à donner sur, en fait, voilà, il faudrait vous libérer du nombre de clients pour vivre une meilleure vie, parce qu'en fait, il y en a qui fonctionnent comme ça, qui adorent avoir plein de clients et qui trouvent un épanouissement et un repos mental ailleurs. Je pense que, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai aujourd'hui, qui est de se dire, on nous a appris, on est dans une société où il faut toujours faire plus, toujours produire plus. Et en vrai, les réseaux sociaux sont la meilleure preuve de ça. Plus on produit, plus on a des likes, plus on a des commentaires, plus on a des gens qui nous suivent, etc. Moi, je suis dans une optique de faire moins mais mieux. Alors, si certains me découvrent aujourd'hui avec Tribu Indé, on va se dire, mais Alexis, il est partout, il a une chaîne YouTube, il a un podcast, il a une newsletter, il a un Instagram, etc. Oui, mais l'idée, c'est pas parce que j'ai ouvert tous ces canaux-là que je produis toujours plus de choses. Et tu vois, je suis plutôt aujourd'hui dans une optique de me dire, je vais produire moins de choses, mais je vais produire les meilleures choses possibles à un instant T. Et c'est pour ça que, encore une fois, et on revient sur les sujets dont on a abordé tout à l'heure, c'est de me dire, en fait, dans le temps limité que j'ai chaque année, chaque semaine, chaque jour, quels sont les projets exploratoires que j'ai envie d'avoir sur une année, qui vont être limités par définition, et comment est-ce que je peux rendre ces projets, ce que moi j'appelle des masterpieces, des choses qui vont durer sur le temps, qui seront intemporelles, et sur lesquelles je serai fier de les montrer dans 10 ans. Et le fait d'avoir cette honnêteté-là, et cette sincérité-là, c'est vraiment un exercice qui n'est pas simple. Ce qui fait que, tu vois, par exemple, si on reprend l'année 2021, il y a eu 3 gros projets. Il n'y a pas eu plus que ça. Alors, ça peut paraître déjà énorme, mais tu vois, il y a eu le livre, enfin la sortie du livre plutôt, puisque l'écriture l'a sortie. Il y a eu la création d'un bootcamp et il y a la création de la série. Étalé sur 12 mois, en fait, tu vois que c'est jouable et que je ne suis pas dans la course à faire le plus d'audience, à aller chercher le plus de followers, de faire plein de contenu. Tu vois, sur Instagram, par exemple, ça fait des mois que je n'avais pas publié. Sur LinkedIn, pendant 3-4 mois, je n'ai pas publié. Donc, je suis plutôt dans l'optique aujourd'hui de faire moins mais mieux. Et je pense que c'est une bonne réflexion potentiellement à avoir quand on est indépendant, même vis-à-vis de ses clients, par exemple. De se dire, comment est-ce que demain, plutôt que de prendre 15 clients, je peux en prendre que 7 sur une année, mais de leur permettre d'avoir la meilleure expérience possible avec moi, à la fois pour mes clients, à la fois dans la conduite du projet. Et donc, qu'est-ce que ça implique derrière de prendre 7 clients plutôt que 15 en termes de business model, en termes d'attentes et d'objectifs qu'on s'est fixés, de vision qu'on a initialement prévus. Et donc, en fait, ça implique tout un tas de changements incrémentaux qu'on va pouvoir avoir. Et je pense que c'est important, un moment, de se dire, OK, est-ce que j'ai toujours besoin de faire plus quand on est seul, que finalement, nos charges ne sont pas si élevées que ça, qu'on n'est pas des entrepreneurs au sens, notre objectif, ce n'est pas de créer un produit scalable qui va passer à l'échelle, où on va toucher des millions de personnes. On est sur un business de proximité, de confiance, de personnes. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, OK, comment je peux faire moins
mieux et plus intelligent. Hmm. Plus congruent aussi, plus cohérent, Mm. plus préservant aussi. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, Forcément, mais ouais. en tout cas, se Mm. préserver aussi dans le processus. Et ce qui me vient là, parce que je suis exactement dans cette approche-là du faire moins, je suis de plus en plus vigilante avec le faire mieux en tant que coach, parce que c'est aussi, enfin, en tout cas, j'invite les personnes à aller questionner ce faire mieux. Faire mieux, c'est aussi d'aller prendre le temps justement de pas en faire une notion un peu hors sol, parce que dans ces phrases qu'on dit beaucoup de manière un peu inconsciente entre guillemets, c'est-à-dire faire mieux quand on a un profil de perfectionniste par exemple, c'est jamais fini en fait. Donc j'ai toujours tendance à dire comment est-ce que je peux faire moins déjà. Commençons par là. Et ensuite faire mieux, mais en définissant justement, en allant explorer cette notion du mieux. Qu'est-ce que j'y mets derrière ce mieux? Est-ce qu'il y a une limite en termes de temps à passer, en termes d'intensité à déployer? Comment est-ce que je fais pas forcément mieux tout le temps, partout, sur tout? Mais c'est quoi ma limite en fait? Quels sont mes critères? Quelles sont ma limite gauche et ma limite droite dans ce qui est quelque chose de qualité, sans chercher à faire toujours de la surqualité? Je sais pas comment ça résonne pour toi ça. Bah, ça résonne à 100%. Moi qui suis d'un naturel très perfectionniste, c'est exactement la même réflexion que tu peux avoir, que tu vois à chaque fois. Il faut créer des contenus à haute valeur ajoutée, il faut créer de la valeur. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi déjà, faire mieux, c'est encore une fois d'avoir l'honnêteté intellectuelle personnelle, de me dire, est-ce que ce nouvel épisode de podcast est mieux que celui que j'ai fait il y a un an? Et juste sur un ressenti purement personnel, de se dire, OK, est-ce que la manière dont j'écris aujourd'hui ce contenu-là est mieux que la manière dont j'écrivais il y a 6 mois? Est-ce que la manière dont je prends la parole aujourd'hui, d'un point de vue ressenti personnel, est mieux que lorsque je prenais la parole sur un podcast il y a un an? Donc déjà, il y a cette notion purement personnelle et d'être honnête envers soi-même aussi. Et je trouve que, je trouve qu'on manque parfois d'honnêteté personnelle. Et que parfois, on se dit, là, j'ai créé un super contenu, ça va être génial, etc. Alors que si on est très honnête avec soi-même, on a simplement pris les 10 articles Google et puis on en a fait un contenu un peu sympa et on s'est dit, voilà, ça va révolutionner le monde et ça va changer, c'est incroyable, c'est la ressource de 2021. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu très personnel de se dire, est-ce que sincèrement, j'ai essayé de faire de mon mieux sur ce projet-là et j'ai tout donné pour faire quelque chose qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir ou de ce que moi j'ai l'habitude de voir? Mm. Donc ça, pour moi, c'est un des critères premiers. Déjà, à titre personnel, si tu es fier et tu sens que tu as fait quelque chose de mieux, ça se ressentira dans ton contenu, ça se ressentira dans ton projet entrepreneurial, ça se ressentira même sur tes clients. OK, j'ai fait un projet client post-mortem, c'est-à-dire je fais le bilan de ce client-là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux améliorer sur le prochain? Encore une fois, de manière incrémentale. Tout, tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain, mais de se dire, OK, est-ce que s'il y avait un truc que je pouvais améliorer sur ce projet-là client, sur le prochain, qu'est-ce que ce serait et comment est-ce que je vais pouvoir l'appliquer? Donc, tu vois, c'est toujours faire moins, c'est-à-dire ne pas tout changer du jour au lendemain, faire tout un process en partant de zéro, etc., et de tout recommencer, mais juste qu'est-ce que tu peux faire, une chose que tu peux faire un peu mieux qu'une autre. C'est par exemple, je prends souvent l'exemple de quand tu commences, quand tu te lances, le premier truc que tu fais, c'est tu veux créer ton identité graphique, ta marque, ton site internet, etc. Tu te crées plein de docs, de missions, tu mets des contrats dans tous les sens, tu crées tes templates de factures, tu crées tes templates de process, de missions, etc. Alors qu'en fait, tu n'as toujours pas signé une mission. Et donc, c'est là aussi où tu en fais moins, c'est-à-dire que tu fais moins au démarrage, mais mieux. C'est-à-dire que ton seul objectif, c'est d'aller signer une mission. Et puis ensuite, bah, ta première mission, elle sera jamais bien. Ta deuxième mission, elle sera un peu mieux que la mission 1. Et puis ta troisième mission, elle sera encore mieux que la mission 2. Et de manière incrémentale, tu vas augmenter comme ça. Ce qui fait que tu passes moins de temps à suroptimiser, à perfectionner des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être à un instant T. Et tu te concentres sur des choses qui peuvent faire la différence et donc qui peuvent être meilleures pour ton client, pour ton lecteur, pour ton auditeur, etc., etc. Hmm. Et ce que je retiens vraiment comme fil rouge dans ton approche qui te nourrit aujourd'hui, c'est euh, cet instinct que tu as eu tout de suite, je trouve, dans ton parcours, de créer des temps où tu appuies sur pause et où tu vas justement créer des temps de réflexion, au sens vraiment de prendre un miroir, quoi, de réfléchir, c'est-à-dire pas juste avec la tête, mais tu parlais de ressenti. Je trouve ça hyper important, effectivement, d'avoir
cette honnêteté-là aussi d'aller regarder les choses en face, de faire preuve de lucidité, ce qui n'est pas toujours simple, et pas toujours simple à faire seul. Donc bravo à toi d'avoir déjà su incrémenter toutes ces pratiques où je te sens à la fois beaucoup dans la vision et l'action, mais de manière avec beaucoup de capacité de recul et de prise de hauteur, et ce qui n'est pas toujours le cas. Donc merci à toi pour ces partages. Si on veut te retrouver, Alexis, facilement, où est-ce qu'on te retrouve? Comment on peut te suivre? Écoute, le plus simple, c'est Tribu Indé, à la fois sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Maintenant, je vais tester de plus en plus de contenu sur YouTube, donc Tribu Indé sur YouTube. Et puis sinon, tribuindé.com. Il y a tout l'écosystème de contenu que j'ai créé depuis 3 ans qui est référencé sur le site. Super, merci pour ça. Et si tu avais, pour quelqu'un qui te découvrirait aujourd'hui, un conseil à donner sur un premier épisode du podcast Tribu Indé à écouter, ton choix se porterait sur lequel pour le découvrir? Mais écoute, le dernier épisode que j'ai sorti à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est avec Aline Bartoli. Et on prend un sujet qui touche beaucoup de freelances qui veulent se lancer, qui est: est-ce qu'il faut être absolument un expert pour vendre ses compétences? Un épisode qui fait à peu près 30 minutes, ça va être l'épisode 61 ou 62, qui est un très très bon démarrage pour déjà mettre de côté cette peur de l'expertise, d'être pas assez bon, qui est meilleur que soi sur le marché. Ça peut déjà être un premier pas vers l'indépendance. Et vers le choix de se lancer ou pas. Exactement. Super. Écoute, un grand merci à toi, Alexis, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Et puis, je suis ravie de pouvoir suivre la suite de tes aventures prochainement sur Tribu Indé. Merci beaucoup, Oriane, pour l'invitation. Un grand merci à Alexis pour sa confiance, pour son temps et pour l'honnêteté, la sincérité et la transparence de ses partages. Pour découvrir plus avant le travail d'Alexis et le podcast Tribu Indé, direction le site tribuindé.com. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Et quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics, les questions que cette conversation a fait émerger. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi tout ça. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe à Angers ou à distance. Si vous pensez que le temps est venu pour vous d'investir en vous, pour lever vos freins et entreprendre votre vie davantage à votre manière, pour plus de légèreté et de sérénité au quotidien, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast du site orianesavoureluca.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit. Je vous réponds à chaque fois. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout